La fine poussière rougeâtre de la saison sèche flottait sur le village de Makeni, au cœur de la Sierra Leone, enveloppant tout d'un voile quasi éthéré. Dans la modeste école communautaire Espoir, l'enseignante Aïcha rangeait son bureau, le son rythmé des pilons distants pilant le riz et le brouhaha des enfants s'éloignant sur le chemin de terre battue constituant la bande sonore de la fin d'une autre journée d'enseignement. Aïcha, une femme d'une trentaine d'années, aux yeux qui reflétaient autant la douceur que la résilience forgée par les épreuves de la vie, dans une terre de beauté et de cicatrices profondes, sentait le poids de la responsabilité et la chaleur persistante de l'après-midi. Un poids qui était devenu plus aigu, plus palpable, depuis la perte d'un de ses élèves les plus chers, le jeune Fodé. Fodé. Ce nom résonnait dans son esprit comme un tambour funèbre, une mélodie triste qui refusait de se taire. Il n'avait que 11 ans, mais possédait un esprit aussi vif que le tranchant d'une machette neuve, une curiosité qui ne connaissait pas de limites, et un sourire qui semblait porter tout le soleil de l'Afrique de l'Ouest. Sa passion était l'histoire de son peuple, les légendes des guerriers Mende, les secrets des anciennes sociétés secrètes Poro et Sand, et les mystères des mines de diamants qui avaient tant promis et tant coûté à sa nation. Il y a 6 longues semaines, une maladie soudaine et dévastatrice, que les anciens appelaient le mauvais vent de la forêt, l'avait emporté, laissant un silence assourdissant dans la salle de classe et une blessure ouverte dans la communauté. Son pupitre, au 3e rang, près de la fenêtre déformée qui donnait sur le champ de manioc, restait douloureusement vide, un rappel constant et cruel de son absence. Avec un soupir qui portait plus que de la fatigue, Aïcha prit le dernier cahier de la pile. Il appartenait à Fodé, sa grand-mère, Mama Kadi, une matriarche forte et sage, mais dont les yeux portèrent maintenant le brouillard de la perte, avait demandé à Aïcha de garder les écrits de son petit-fils, pour que ses mots ne se perdent pas dans le vent. « Ma fille !» avait-elle dit, la voix rauque de douleur contenue. Aïcha ne s'était pas encore sentie prête à feuilleter ses pages. Chaque ligne, chaque dessin, serait comme rouvrir la blessure. Mais aujourd'hui, une force inexplicable la poussait. Peut-être un besoin de trouver une dernière trace de cet esprit indomptable, une dernière conversation silencieuse. Elle ouvrit le cahier avec une révérence quasi sacrée. Les premières pages arboraient des dessins détaillés de masques cérémoniels, des notes sur les contes de compère Lapin, si populaires dans la région, et des cartes rustiques de sentiers imaginaires à travers la dense forêt tropicale qui entourait le village. Un sourire doux amer se dessina sur les lèvres d'Aïcha. Fodé était un artiste né. Ses mains transformaient de simples morceaux de charbon en représentation vivante de son monde. Elle continua de feuilleter, passant par des calculs arithmétiques, des rédactions sur l'importance de préserver les traditions et d'autres dessins, cette fois d'oiseaux exotiques et des imposants anacardiers qui parsemaient le paysage. Ce fut alors, presque à la fin du cahier, que quelque chose d'insolite attira son attention. Plié et soigneusement inséré entre 2 feuilles, comme un secret gardé sous 7 clés, se trouvait un morceau de papier. Ce n'était pas une feuille du cahier de Fodé. Le papier était plus épais, d'une couleur jaunâtre, aux bords irréguliers, comme s'il avait été arraché d'un vieux journal intime ou d'un livre de contes. Le cœur d'Aïcha commença à marteler dans sa poitrine, une sensation glaciale parcourant sa colonne vertébrale. Un frisson qui n'avait rien à voir avec la brise chaude qui entrait par la fenêtre. Les doigts légèrement tremblants, elle déplia le billet. L'écriture était, sans l'ombre d'un doute, celle de Fodé. Les lettres, normalement si précises et bien dessinées, étaient chancelantes, presque illisibles par endroits, et tachées, comme si des gouttes de sueur ou de larmes étaient tombées sur l'encre, ou comme si la main qui les avait écrites était dominée par une peur paralysante. Et le contenu de ces quelques lignes glaça le sang d'Aïcha, lui coupant le souffle. « Professeur Aïcha, ils ont découvert la cachette. L'endroit que le vieux Tamba m'a montré, près des pierres qui pleurent. Ils arrivent. J'ai besoin d'aide. Je suis coincé ici. Ne parlez à personne du village. Je ne sais pas à qui faire confiance. Venez vite. Fodé. » Aïcha relut le message. 1, 2, 3 fois. Les mots dansaient devant ses yeux, refusant de prendre sens. « Ils ont découvert. Je suis coincé ici. J'ai besoin d'aide. » Mais comment ? Fodé était mort et enterré sous le grand manguier du cimetière du village, il y a 6 semaines. Le certificat de décès, signé par le seul infirmier de la région, mentionnait « paludisme cérébral sévère ». La cérémonie funèbre, avec ses lamentations et ses prières, la douleur palpable de Mama Kadi, tout avait été douloureusement réel. Elle-même avait pleuré amèrement la perte de ce garçon qui était comme un fils pour elle.
Comment avait-il pu écrire cela? Et, plus important encore, quand? Un tremblement incontrôlable s'empara de son corps. Elle regarda autour d'elle, la salle de classe maintenant plongée dans la pénombre du crépuscule, chaque ombre semblant cacher une menace. Le silence n'était plus paisible, mais oppressant, chargé d'une interrogation sinistre. Serait-ce une plaisanterie de mauvais goût? Impossible. Aucun enfant de cette communauté, si marqué par la perte et la lutte pour la survie, ne serait capable d'une telle cruauté. Et l'écriture, c'était celle de Fodey. Elle y aurait mis sa main au feu. La manière particulière dont il dessinait le F, l'inclinaison de ses lettres, c'était lui. Il n'y avait pas de date sur le billet. Mais il était là, dans le cahier qu'il avait utilisé jusqu'à ses derniers jours. La logique criait que le billet n'aurait pu être écrit qu'avant sa mort. Mais dans ce cas, pourquoi ne l'avait-il pas remis? Pourquoi cet avertissement désespéré? Ne parler à personne du village. Je ne sais pas à qui faire confiance. Qui était Tahil? Et qu'était-ce que cette cachette près des pierres qui pleurent que le vieux Tamba lui avait montré? Le vieux Tamba, le conteur du village, décédé il y a presque un an. Aïcha ressentit une peur primordiale, une terreur qui s'infiltrait dans ses os. Ce n'était pas seulement l'étrangeté de la situation, mais le ton de pur désespoir qui émanait du billet. Fodey demandait de l'aide, un appel qui, selon toute apparence, était arrivé trop tard. Ou peut-être pas, ses pensées étaient un tourbillon. La maladie fulgurante de Fodey, était-ce vraiment juste le paludisme? Ou y avait-il quelque chose de plus sombre, quelque chose que tout le monde, dans sa douleur et son choc, avait laissé passer? Le village de Makeni était petit, un endroit où tout le monde se connaissait. Mais, comme dans toute communauté, il y avait des secrets enfouis, des histoires non racontées qui flottaient comme des spectres dans les nuits chaudes et humides. Elle se souvint de Mama Kadi, une femme d'une force inébranlable, mais dans son deuil, Aïcha se rappelait maintenant, il y avait une ombre qui allait au-delà de la tristesse, une appréhension, une peur presque palpable dans ses yeux vieillis, quelque chose qu'elle n'avait pas réussi à déchiffrer à l'époque. Immergée dans sa propre douleur et dans la tentative de consoler la famille, des fragments de conversations chuchotées, des regards furtifs échangés entre certains villageois, le silence soudain lorsque certains sujets étaient abordés, tout commençait à acquérir une signification nouvelle et troublante à la lumière de ce billet. La nuit tomba sur Makeni, épaisse et chargée de présages, mais Aïcha ne put dormir. Le billet de Fodey était sous son oreiller, une braise ardente dans sa conscience. Ils arrivent. Je suis coincé ici. Les mots de son élève résonnaient dans son esprit. Un appel de l'abîme. Qui était il? Il. Et qu'est-ce que Fodey, avec sa curiosité aiguisée et son amour pour l'exploration des recoins oubliés de la forêt, aurait pu découvrir? Le lendemain, la décision était prise. Aïcha ne pouvait pas, n'allait pas, ignorer cet appel. Elle était enseignante. Sa mission était de guider et de protéger ses élèves, même si l'un d'eux n'était plus physiquement présent. Ce billet était un testament, une dernière supplique, et elle devait comprendre son origine, sa signification. Elle commença son enquête avec la prudence d'un caméléon. Elle demanda à d'autres élèves si Fodey avait semblé différent, anxieux ou effrayé dans les jours précédant sa maladie. Les réponses des enfants, avec leur sincérité déconcertante, brossèrent un tableau inquiétant. Il était plus silencieux, professeur Aïcha. Il a dit qu'il avait trouvé un secret des anciens. Il a dit qu'il avait vu des méchants hommes avec des machines bruyantes, près de la rivière des pierres qui pleurent, mais nous avons pensé que c'était une de ces histoires d'aventure. Des méchants hommes avec des machines bruyantes. La rivière des pierres qui pleurent. Le nom lui était familier. Un endroit à quelques kilomètres du village, connu pour une formation rocheuse particulière d'où l'eau s'égouttait constamment, comme si les pierres pleuraient. C'était un lieu considéré comme tabou, évité par la plupart des villageois, surtout après la tombée de la nuit. Les légendes locales parlèrent d'esprits gardiens et d'activités illicites qui se déroulaient sous le couvert de la nuit, loin des regards curieux. Aïcha devait à nouveau parler à Mama Kadi. Elle trouva l'aînée assise sous la véranda de sa hutte en terre, tressant des fibres de raffia avec des mains habiles, mais le regard perdu au loin. « Mama Kadi » commença Aïcha, la voix chargée d'un mélange de compassion et d'urgence. « J'étais en train d'organiser les affaires de Fodey, et j'ai trouvé ceci. » Les mains tremblantes, elle tendit le billet jauni. Mama Kadi le prit, ses vieux yeux parcourant les lignes hésitantes. Un faible gémissement s'échappa de ses lèvres, et les larmes, qui semblaient s'être taries avec le temps, se remirent à couler, traçant des sillons sur son visage ridé. « Mon Fodey, mon petit lion courageux, Mama Kadi, qu'est-ce que cela signifie?
Avez-vous une idée de qui pourraient être eux, ou de ce que Fodey aurait pu découvrir aux pierres qui pleurent? Mamakadi secoua lentement la tête, les pleurs silencieux secouant ses épaules. Je ne sais pas, ma fille. Je ne sais pas. Dans les dernières semaines avant de partir, il était étrange. Il parlait par énigme, disait que le vieux Tamba, avant de mourir, lui avait montré un chemin oublié, près des pierres qui pleurent, un endroit qui gardait la vraie richesse de la terre. Il dessinait des symboles que je ne reconnaissais pas. Il disait que c'était des clés. Je lui ai interdit d'y aller. Cet endroit a toujours eu mauvaise réputation. Mais Fodey, il avait l'esprit des explorateurs dont vous parliez tant. La curiosité était plus forte que la peur. Symboles, chemin oublié, la vraie richesse de la terre, méchants hommes, la maladie soudaine. Aïcha sentit un nœud glacé se former dans son estomac. Et si Fodey était tombé sur quelque chose de réel et de dangereux, quelque chose qu'une personne puissante, peut-être pas du village, mais avec des relations locales, voulait garder secret à tout prix, et si son paludisme cérébral n'était pas l'œuvre de la nature, l'idée était monstrueuse, presque inconcevable dans sa brutalité. Mais le billet dans sa main était une preuve froide et palpable de la terreur de Fodey. L'enseignante savait, avec une certitude qui lui glaçait l'âme, ce qu'elle devait faire. Elle devait se rendre aux pierres qui pleurent, l'endroit que Fodey avait mentionné dans son dernier et désespéré appel à l'aide. C'était risqué, peut-être même suicidaire, mais elle le devait à Fodey. Elle était la seule à pouvoir suivre la piste de miettes de pain qu'il avait laissée derrière lui. À la tombée du jour, alors que l'école était vide et que la plupart des villageois se préparaient pour la nuit, Aïcha s'engagea sur le sentier qui menait aux pierres qui pleurent. Le chemin était étroit, bordé d'une végétation dense et impénétrable. L'air devenait plus lourd, plus humide, et les bruits de la forêt, l'appel strident des singes, le bourdonnement des insectes, le froissement des feuilles sous des pieds invisibles, semblaient amplifiés, chargés d'une tension expectative. Les pierres, qui pleurent, apparurent devant elle, une formation imposante de granit sombre, avec des filets d'eau s'écoulant de ses fissures, brillant à la faible lumière du crépuscule. Aïcha chercha le moindre signe, le moindre indice. Elle se souvint des symboles que Mamakadi avait mentionnés, des clés que Fodey dessinait. Et alors elle vit, caché à la base d'un des plus gros rochers, partiellement couvert de mousse et de fougères, se trouvait un symbole rudimentaire, gravé dans la pierre, un cercle contenant 3 lignes ondulées, identique à l'un des derniers dessins du cahier de Fodey. Son cœur fit un bond douloureux. Le symbole semblait pointer vers une cavité sombre, entre 2 rochers gigantesques, une sorte de fente étroite, presque une grotte. L'adrénaline pulsant dans ses veines, Aïcha alluma la lampe de poche de son vieux téléphone portable et le billet de Fodey chiffonné à la main et se faufila par l'ouverture. La fente s'ouvrait sur une petite chambre naturelle, et ce qu'Aïcha y trouva lui retourna l'estomac. Il y avait des outils d'extraction minière artisanale, des pioches, des pelles rouillées, des tamis, et plusieurs sacs en toile grossière, certains remplis de gravier, d'autres de pierre qui, même sous la faible lumière, brillaient d'une promesse sinistre. Des diamants de sang, probablement, extraits illégalement, loin des yeux de la loi et des autorités. Dans un coin, une petite radio à ondes courtes et un carnet de notes avec des noms écrits dans une langue qui n'était ni le criot local, ni l'anglais, ni le français. C'étaient des noms d'Europe de l'Est, peut-être, ou du Moyen-Orient, à côté de chiffres et de dates. Soudain, elle entendit des voix. Elles venaient d'un passage plus profond, qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Des voix masculines, rudes, parlant dans cette même langue étrangère, mélangée à un criot chargé d'accent. Le gamin a été un problème. Trop curieux. Heureusement que l'ami à la clinique a réglé ça avec le bon diagnostic. Personne n'allait chercher plus loin. Un rire guttural, dépourvu de toute humanité, résonna dans la grotte. Dommage, il aurait pu être un bon porteur. Mais il a vu le visage du chef. Aïcha se couvrit la bouche de la main pour étouffer un cri d'horreur. Le gamin, Fodey. Bon diagnostic. Ils l'avaient assassiné. Ils avaient maquillé sa mort. Il avait découvert une opération d'extraction illégale de diamants, un cancer qui rongeait la région. Juste là, caché sous le voile des légendes et des tabous. Il était coincé, parce qu'il en savait trop, parce qu'il avait vu ce qu'il ne devait pas. Et il était un de ces criminels, ces exploiteurs impitoyables. L'avertissement, ne parler à personne du village, résonna dans son esprit avec une clarté terrible. Quelqu'un du village, peut-être l'infirmier lui-même, était impliqué, corrompu par l'éclat sanglant des diamants. La terreur initiale céda la place à une fureur froide,
une détermination inébranlable. Elle devait sortir de là, elle devait apporter ses preuves à quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance. Mais qui? Elle se souvint d'un ancien camarade d'université, maintenant avocat des droits de l'homme à Freetown, la capitale. Il était son seul espoir. Avant de reculer, ses yeux capturèrent un détail terrifiant dans le carnet de notes des criminels, un calendrier de livraison, et, à côté d'une date proche, la mention « Nouvelle fournée, zone nord, enfants plus forts ». Ils ne volèrent pas seulement les ressources de la terre, ils prévoyaient d'utiliser des enfants, probablement kidnappés ou achetés à des familles désespérées, comme main-d'œuvre esclave. Avec le carnet des criminels et une poignée de diamants bruts comme preuve, Aïcha rampa hors de la grotte, le cœur battant la chamade contre ses côtes. Elle courut à travers la forêt sombre, trébuchant sur des racines, griffée par des épines, mue par une force qu'elle ne se connaissait pas. Elle arriva à sa petite maison, verrouilla la porte, et les mains encore tremblantes. Appela son amie à Freetown, la voix étranglée par la peur et l'urgence. Les heures suivantes furent un flou de tension et d'attente angoissante. Mais, à l'aube, avant que les criminels ne puissent envoyer leur prochaine livraison ou découvrir que leur repère avait été violé, une équipe spéciale de la police, venue de la capitale et agissant sur ordre direct de Freetown, encercla les pierres qui pleurent. Les arrestations furent effectuées, y compris celle de l'infirmier du village, dont la cupidité l'avait conduit à trahir son serment et sa communauté. L'opération d'extraction illégale fut démantelée, et des plans pour secourir des enfants déjà recrutés dans les villages voisins furent mis en œuvre. La vérité sur la mort de Fodé éclata, brutale et révoltante. Le paludisme cérébral avait été une injection létale, administrée par l'infirmier sur ordre des chefs de la mine. Fodé avait été réduit au silence pour son courage, pour sa curiosité qui avait dévoilé le secret sordide qui finançait la violence et l'exploitation. Aïcha suivit chaque rebondissement, le cœur lourd de la cruauté du monde, mais avec un mince filet d'espoir pour la justice qui commençait à être rendue. Mama Kadi, en apprenant toute la vérité, pleura pendant des jours. Mais au milieu des larmes, il y avait aussi une sombre lueur de fierté. Son petit-fils, le petit Fodé, avec son amour pour l'histoire et l'exploration, avait été un héros. Son billet, un message posthume trouvé par un hasard du destin, avait déclenché une avalanche qui non seulement vengeait sa mort, mais promettait de libérer d'autres du même sort. Le pupitre vide dans la salle de classe d'Aïcha ne parut plus jamais seulement un espace de deuil. Il devint un autel, un symbole du courage d'un garçon, qui, même face à une mort certaine, avait tenté de demander de l'aide, avait tenté d'exposer les ténèbres. Et Aïcha, l'enseignante qui avait osé croire à l'impossible, qui avait entendu l'appel d'un enfant d'outre-tombe, continua d'enseigner à Makeni. Ses cours d'histoire prirent une nouvelle dimension, une nouvelle urgence à enseigner à ses élèves que les véritables batailles ne sont pas seulement celles des livres anciens, mais celles menées chaque jour contre l'injustice et la cupidité. L'histoire du billet de Fodé, trouvé des semaines après son assassinat, devint une légende en Sierra Leone. Une légende non pas sur les esprits de la forêt, mais sur la force indomptable de l'esprit humain, sur la persistance de la vérité et sur le fait que, parfois, les échos du passé, même les plus ténus, peuvent crier si fort qu'ils refusent d'être ignorés, défiant la mort elle-même. Et Aïcha, l'enseignante, devint la preuve vivante qu'écouter ces échos peut changer le cours de l'histoire, une leçon précieuse venue du cœur d'une Afrique qui continue de lutter